Alors, je vais quand même dire quelques mots dans ma langue que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas été élevée dans ma langue maternelle. Je suis en apprentissage. Alors, dans ma langue, Kwe, Kassinu, Tanishkumetnao, Ute Katayak, Nin, Hélène Boivin, Pequagamishko, Inu Tepentamum, Mak Chichachinu, Kubanichet. Alors, je viens de vous dire dans ma langue, Kwe, pas Kwe, mais bonjour tout le monde. Mon nom est Hélène Boivin, je suis membre de la Nation du lac Peu Profond et je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Pour ma communauté, juste pour me présenter brièvement, moi, j'ai travaillé et représenté ma communauté pendant 27 ans à la table de négociation territoriale qui vise à régler les questions de nos droits territoriaux. Parce qu'au Canada, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour ça qu'on parle beaucoup au Canada de droits non cédés, c'est que la question des droits territoriaux des Premières Nations demeure entière. C'est qu'entre autres, elle est réglée pour quelques nations, là, c'est très, très peu. Là. Comme au Québec, par exemple, sur les 53 communautés, il y a seulement, et sur les 11 nations, il y a seulement 3 nations qui ont réglé la question de leurs droits territoriaux. Ça veut dire les autres, cette question-là n'a toujours pas été réglée. Alors moi, j'ai été représentante de ma communauté et j'étais la seule femme quand je suis arrivée et quand j'ai quitté aussi. J'étais juste avec des hommes. Parce que les femmes, en politique, pour les Premières Nations, même si on voit que les femmes ont plus de place, de plus en plus, mais ça reste que les femmes ont besoin de travailler plus fort et ont besoin d'être plus présentes dans les dossiers politiques. Fait que moi, j'ai été pendant plusieurs années la seule. J'ai bien aimé ça, j'ai beaucoup appris d'avoir été la seule femme. Puis je vous épargnerai les détails, juste ça, j'aurais plein de choses à vous dire, là, d'avoir travaillé, d'avoir été la seule femme. Et en 2019, c'est une belle marque de reconnaissance de ma Première Nation, parce que moi, ma Première Nation a décidé, parce que justement, on a misé beaucoup d'espoir sur la négociation avec les gouvernements pour régler la question de nos droits. Puis on s'est rendu compte qu'on a perdu beaucoup de temps, beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie. Et ma Première Nation s'est dit, gars, on n'attend plus après les gouvernements pour nous reconnaître. Nous, on va entreprendre une démarche dans le but de nous reconnaître nous-mêmes et d'affirmer notre droit à se gouverner nous-mêmes, d'affirmer qu'on a des droits territoriaux et que cette autodétermination, le droit de se gouverner, nous avons décidé que ça va être nous qui va la faire, cette démarche-là, et on va l'appliquer. Et on n'attend plus que ce soit négocié. Parce que c'est ça, comme ma nation, en passant, ça fait 44 ans, je m'excuse, qu'on est dans un processus de négociation et on n'a toujours pas réglé et même on fait des pas de recul. Comme le gouvernement du Québec, à l'heure actuelle, a décidé de contester en Cour suprême le droit à l'autodétermination et tout ce qui concerne la consultation, le droit à l'obligation de consulter le Québec est dans une posture de recul. Pour lui, c'est une case à cocher. Ce n'est pas une vraie consultation où il y a une réelle prise en compte des intérêts et des droits de notre Première Nation. Puis pour le Québec, quand on est à la table de négociation, le discours que les avocats nous tiennent, avec la posture et l'attitude qu'ils ont, c'est que vous êtes dans une posture de droit prétendu et non de droit reconnu. Alors, c'est comme ça que le Québec, les représentants à la table de négociation, nous parlent. Alors, c'est très choquant. Une belle marque de reconnaissance de ma Première Nation, c'est qu'à l'époque, on a décidé vraiment d'aller vers un droit à l'autodétermination que moi j'appelle pur et dur. Pur et dur
parce que la façon dont on l'a entrepris, c'est que on l'a entrepris en dehors de tous les cadres qui nous sont imposés par le colonialisme. Comme par exemple le cadre de la politique de revendication territoriale globale qui a été mis en place par notre fiduciaire, le gouvernement fédéral, qui, au moment où on se parle, lorsqu'on négocie les droits, nous, on doit les négocier dans une dynamique d'extinction, d'abandon et de cession de droits en vertu de droits qui sont encadrés et reconnus dans le cadre d'un traité, qui sont des droits qui sont très limitatifs. Je vais vous donner un exemple pour que ça puisse vous parler. Comme dans le cadre de la négociation territoriale, l'autonomie gouvernementale pure et entière de ma Première Nation s'appliquerait sur des territoires qui ont à peine 200 km², alors que notre territoire ancestral en a 200 000. Un autre exemple, en vertu du traité, les droits à l'autonomie gouvernementale et à l'autodétermination, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des droits négociés sur mesure. Ça veut dire qu'on prend toute la liste des domaines et là, on négocie qu'est-ce qui est possible. Ça veut dire le gouvernement nous établit et nous donne ce qui est possible de faire, mais c'est dans les cadres qui sont applicables. Et dans le cadre applicable, c'est-à-dire celui de la Constitution du Canada, c'est pas du véritable droit à l'autodétermination, c'est pas du véritable droit à l'autonomie gouvernementale, c'est un pouvoir qui est octroyé, mais qui est très limité, qui est soit un pouvoir délégué ou un pouvoir encadré en vertu de la Constitution du Canada. Puis je vais donner un exemple là, parce que c'est sûr que c'est très juridique. Là, on dirait que je suis avocate, puis pourtant je ne le suis pas, là, mais c'est parce que j'ai été impliquée pendant 27 années, fait que je comprends le langage. Comme là, un exemple, en matière de propriété intellectuelle, actuellement, c'est un niveau de compétence pour le fédéral, c'est non négociable. Ça veut dire que si on veut appliquer des règles en cette matière, c'est impossible. Quand on dit que c'est non négociable, c'est qu'il n'y a pas de négociation possible. C'est les lois d'application fédérale et provinciale qui s'appliquent. Alors que nous, dans notre Constitution, on se donne une autorité et la capacité d'appliquer des pouvoirs en matière de propriété intellectuelle. C'est sûr que là, peut-être que plus tard, vous allez me dire, « Hey, peut-être que vous jouez gros, vous allez avoir des contestations. » Oui, probablement. Sauf que nous, ce qu'on se dit, on joue le tout pour le tout. Parce qu'actuellement, avec les lois coloniales, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de nous éteindre. On est un peuple, n'ayons pas peur des mots, qui est en voie d'extinction. Alors, c'est soit que nous, on s'affirme comme capable d'appliquer notre régime de gouvernance, et ce, en vertu de notre culture, de nos valeurs, de notre vision, ou on est complètement assimilé au système colonial. C'est ça le choix qu'on a. Fait que nous, on a la volonté de valoriser, de transmettre, de promouvoir, de protéger notre culture distinctive. Et on s'est dit que la meilleure façon, c'est de passer par une constitution parce que les lois d'application générale et fédérale actuellement n'ont pas le but de les valoriser, mais plutôt le but de les amoindrir, de faire en sorte qu'elles n'existent plus, qu'on devienne des Canadiens à part entière ou des Québécois à part entière. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été élue à la tête, puis pour moi, c'est une belle remarque, une belle marque de reconnaissance de ma nation, parce que j'ai joué le tout pour le tout. J'avais le choix d'appliquer pour 2 postes. J'avais le choix d'appliquer au poste de présidente de cette démarche constitutionnelle-là ou à titre de commissaire. Et moi, j'ai dit, je suis présidente ou je suis rien. Et en passant, j'ai oublié de vous donner un historique. Moi, en 1982, c'était le rapatriement constitutionnel. J'avais 17 ans et je rêvais à l'autodétermination. Et moi, je suivais le rapatriement constitutionnel parce que je rêvais et j'avais espoir que dans la Constitution canadienne, il allait enfin reconnaître les droits des Premières Nations.
Et pour me rendre compte, après avoir mon expérience en la négociation, que l'article 35 de la Constitution du Canada qui a été voté à l'époque, en fait, c'est une coquille vide. Parce que les droits sont reconnus seulement lorsque tu as négocié un traité ou tu as eu un jugement de tribunal. Fait que moi, quand je suis arrivée pour présenter ma candidature, ce que je veux vous dire personnellement, moi, c'est un rêve. Hélène, dans sa petite tête d'Autochtone, à 17 ans, elle rêvait de l'autodétermination. Et là, enfin, en ayant cette démarche-là de la communauté, de se doter d'une démarche constitutionnelle et d'une constitution, je réalisais un rêve qui est celui d'amener mon peuple vers l'autodétermination. J'ai presque eu 80% des votes. Alors, ma nation m'a envoyé le message en me nommant présidente. Hélène, on pense que tu es la meilleure personne pour nous amener jusque-là. Et là, nous, on a commencé en 2019. Le mandat qu'on avait, c'était de consulter les membres de la communauté sur ce que devrait contenir un projet de constitution. Et en 2027, à l'automne, on va aller à l'étape ultime de consultation, qui est le vote dans le cadre d'un référendum, où est-ce que les gens de la communauté vont devoir se prononcer en faveur ou non du projet de constitution qui a été rédigé par l'équipe où moi je suis la présidente et j'ai 4 autres personnes qui étaient avec moi. En passant, 2 jeunes. Et ça, j'aimerais vous dire, 2 jeunes qui, à l'époque, en 2019, avaient moins de 30 ans. Et ça a donné une dynamique très intéressante à notre démarche, parce que les jeunes, je vous dirais, pour vous exprimer un peu mon propos, les jeunes, c'est curieux à vous dire, hein, ils sont moins colonisés que les personnes de ma génération, parce que moi, j'ai 60 ans, OK? Je suis une femme de 60 ans. Fait que les jeunes de moins de 30 ans, eux, comme moi, là, je dois faire un effort. Un effort, c'est le vrai mot. Je dois faire un effort pour me décoloniser. Je suis colonisée à l'os. Puis les jeunes, eux, sont déjà dans ce processus de décolonisation-là, contrairement à moi, de la génération à laquelle j'appartiens. Puis l'exemple que je pourrais vous donner dans l'écriture de notre Constitution, qui a joué beaucoup de la différence, comme les jeunes, mais ça, c'est l'exemple que j'aimerais vous donner. Mais ça a été le sujet qui a pris le plus de temps à arriver à un consensus, c'est sur la définition et la vision qu'on voulait traduire de notre Constitution de l'économie. Parce que les jeunes, eux, sont vraiment dans cette posture-là avec les changements climatiques, avec l'exploitation massive du territoire et des ressources, avec le fait qu'il y a de moins en moins, justement, de territoires et de ressources de qualité pour perpétuer la culture, pour maintenir ce lien-là important qu'on a avec notre territoire, parce qu'on est un peuple qui appartient au territoire. Les jeunes sont très conscients de ça. Puis, c'est eux qui nous ramènent à la façon dont nous, avant la période de contact avec les premiers Européens, la façon et la vision qu'on avait de l'économie. Parce que notre économie, avant que les premiers Européens arrivent sur notre territoire, c'était une économie qui était basée sur le don et le contre-don. Ce qui veut dire, comme moi, quand je suis arrivée ici, j'ai remis des cadeaux. Les cadeaux, ça avait une raison diplomatique. Comme moi, si je remets un cadeau à quelqu'un, bien, d'une certaine façon, cette personne-là va devoir, elle m'est redevable. C'est le début d'une relation que je suis en train d'établir avec vous. Et que si vous avez besoin de moi, je peux être là. Et si j'ai besoin de vous, vous pouvez être là. C'est comme ça que s'établissait. Fait que l'économie, c'était basé sur les échanges, parce qu'on était des nomades.
c'est sûr et certain que l'accumulation de biens, on n'embarque pas une bibliothèque dans un canot, pour prendre une image, là, parce que, comme moi, mon grand-père, il ne vivait que de la chasse, que de la trappe. Fait que donc, les biens étaient faits pour circuler, OK, et non pour être accumulés. Puis les biens étaient faits pour être utilisés. OK, c'est pour ça que moi, que je suis sur un comité sur le patrimoine, là, je suis éblouie par le fait que mes ancêtres utilisaient tout. Ils utilisaient, par exemple, la peau d'un canard pour faire des sacs, pour transporter des objets qu'on ne voulait pas que ces objets-là puissent toucher l'eau, parce qu'on voulait qu'ils soient protégés de l'humidité. On fabriquait des couvertures avec des peaux de fœtus. On fabriquait des raquettes avec des tendons. On fabriquait de la viande, du pemmican, qu'on appelle, avec de la graisse d'animal et de la viande séchée, excusez. Alors, tout était utilisé, rien n'était gaspillé. Alors, on avait une vision comme là, nous, là, justement, la protection de la terre, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Mais je ne vous cacherai pas que là, je ne veux pas non plus vous donner une image idyllique, parce que le colonialisme a eu ses effets, parce que nous aussi, on est influencés par l'idée d'une société de consommation, l'idée qu'il faut travailler pour gagner sa vie, l'idée qu'il faut accumuler des biens, puis il faut avoir pour être bien, OK? Parce que si on n'a rien, c'est comme si aujourd'hui, on était dans l'échelle sociale, quelqu'un qui est valorisé, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses, là, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un skidoo, un 4 roues, un canot, un chalet, une maison, bref. Je veux être prudente dans ce que je vous dis parce que je ne veux pas tomber justement dans la vision idyllique et la vision folklorique de ce que sont les Autochtones aujourd'hui, en 2026. Parce que nous aussi, on est influencés par la modernité. Là. On est dans... C'est tout le monde, même dans les communautés les plus éloignées, tout le monde a des cellulaires maintenant. Là, 100 ans, c'était des signaux de fumée. Notre façon de communiquer, c'était d'envoyer des signaux de fumée. Puis là, ben, c'est ça. Là. Fait qu'on s'entend là, que l'évolution, elle est fulgurante. Les changements vont très, très, très vite, puis on doit s'adapter. Puis d'ailleurs, j'aimerais vous amener un aspect positif, c'est que justement, on est l'un des peuples, je pense, pas juste nous, les Inuits, parce qu'on n'est pas les seuls peuples autochtones au Canada, mais une de nos principales qualités, c'est la résilience, c'est l'adaptation. Parce que moi, je pense d'exister encore en 2026, c'est grâce à cette résilience-là et à cette capacité de s'adapter. Parce que je pense que si ça n'avait pas été le cas, on serait déjà tous morts. On serait déjà tous éteints. Puis, je pense que cette capacité de résilience et d'adaptation, si vous me posez la question à savoir d'où elle vient, elle vient de notre culture et notre mode de vie. Parce que la vie en territoire, comme moi, mon grand-père, je prends cet exemple-là, qui montait dans le bois pendant 10 mois pour faire la trappe, il était soumis à toutes sortes d'intempéries. OK? Il était soumis à la météo, à des grands froids, des fois des froids qui vont jusqu'à moins 60. Il fait très froid. Fait que après ça, tu as des lacs qui gèlent, qui dégèlent. Tu as des animaux qui, des fois, changent leur couloir migratoire. Donc, il faut que tu t'adaptes à ton environnement. Fait que c'est ça.
faut que tu t'adaptes à ton environnement. Et là, je pense que mon peuple a fait en sorte, que ça a toujours fait partie de son mode de vie, de s'adapter à son environnement. Donc, on s'est adapté à l'exploitation massive du territoire, l'exploitation massive des ressources, à des gouvernements et qui veulent nous, comment je pourrais dire ça, qui veulent faire en sorte qu'on soit considérés dans cette société comme des citoyens mineurs. Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais en 2026, nous, les Premières Nations, on est encore régis par une loi qui s'appelle la loi sur les Indiens, qui fait en sorte que le propriétaire des terres de réserve sur lesquelles moi j'habite, le vrai propriétaire, c'est le fédéral, et c'est lui qui a pleine autorité sur ces terres-là. Comme là, nous, quand on veut s'acheter une maison, le conseil, chez nous, il doit garantir la totalité du montant de la maison parce qu'ils ne peuvent pas, on n'est même pas propriétaire des terres, fait que la banque ne peut pas saisir nos biens. Avant 1951, juste vous donner des exemples, on ne pouvait même pas poursuivre quelqu'un en justice si on était discriminé. Les femmes comme moi qui mariaient un allochtone, on perdait tous nos droits ainsi que nos enfants. Quelqu'un qui décidait d'aller faire des études à l'université avant 1951 devait s'affranchir. Ça veut dire qu'il devait renoncer au fait d'être un autochtone parce qu'un sauvage ne fait pas d'études supérieures. Ça allait jusque-là. Là. On parle de 1951. Fait qu'on est encore dans cette loi-là qui est archaïque, puis qui décide de tout, de notre vie, jusqu'à notre naissance, jusqu'à notre mort. Fait que nous, dans la démarche constitutionnelle, ce qu'on essaye de faire, c'est de s'en sortir, puis de se sortir de ces cadres-là coloniaux. Mais les enjeux sont grands. La route risque d'être longue et pleine d'embûches, mais ça vaut le coup parce qu'il est question de survie aussi en tant que peuple distinct, avec une culture distinctive. C'est ça dont il est question. Fait que nous, on tente le coup. Mais dans la démarche constitutionnelle, exemple que j'aimerais ce qui est magnifique, c'est puis j'essaye de l'expliquer dans mes mots parce que c'est pas évident. En fait, on essaye, on a essayé, on essaye, je dis toujours essaye parce que on a un projet écrit en passant, là, que vous pouvez aller consulter pour ceux que ça intéresse. Là. On a un projet écrit et dans ce projet-là, on concilie la modernité et la tradition. Comment? Bien, le fait d'avoir un outil écrit, parce qu'on est un peuple à tradition orale. Nous, on n'écrivait pas. OK? On a commencé à écrire, je pense, c'est à partir du contact avec les premiers Européens, là, où est-ce que là, eux autres, puis à partir de l'étape plus particulièrement d'évangélisation, fait qu'on a commencé à écrire à partir du 17e siècle, mais on n'était pas un peuple qui écrivait, on était un peuple à tradition orale. Fait que nous, le fait d'écrire une constitution, on se dote d'un outil moderne, entre guillemets, parce que c'est un outil, on a écrit. Mais là où on s'inspire de nos traditions, c'est qu'on est allé puiser dans nos ordres et traditions juridiques, c'est-à-dire nos légendes et nos histoires. Et là, vous allez me dire, ouais, mais comment? Fait que là, on est chanceux. On a des aînés encore dans la communauté qui ont des savoirs. C'est sûr qu'on a beaucoup perdu. Il y a beaucoup de savoirs qui sont disparus, mais on a encore des gens chez nous qui ont des savoirs. Puis ces gens-là, ils ont encore des connaissances sur les légendes, sur les histoires de notre Première Nation qu'on a recueillies et qui nous ont permis, à partir de projets de recherche collaborative qu'on a avec des universités allochtones, qui nous ont permis d'aller puiser des
des éléments de nos traditions. Par exemple, la place des femmes dans la gouvernance. OK? Comme là, nous, dans le projet de constitution, on a fait en sorte qu'au niveau de l'exécutif, les sièges, il y ait des sièges réservés aux femmes et des sièges réservés aux hommes, puis que ça soit mélangé. Je vais vous dire que ça, en passant, là, ça a l'air de rien, là, mais ça, c'est pas acquis. Parce que lorsqu'on a présenté le projet à l'ancien Conseil des élus, il y a des conseillers masculins qui ont remis ça en question, qui ont dit, nous, on ne veut pas voter sur le sexe, on veut voter pour la compétence. Alors, moi, j'ai expliqué, comme présidente de cette démarche-là, écoutez, dans le cadre des consultations, ça a beaucoup ressorti. Parce que c'est sûr que les femmes, lorsqu'ils nous disent, dans l'esprit de revenir à ce qui était notre façon de faire, parce qu'avant la période de contact, les femmes et les hommes, parce que pour nous, le principe dans notre langue d'égalité, ça n'existe pas. C'est le principe qui se rapproche le plus, c'est la complémentarité. Fait que là, les femmes, ce qu'ils nous disent, il faut qu'on revienne à ce qu'on était avant, c'est-à-dire que les femmes puissent avoir leur rôle et leur présence et le droit au chapitre dans la structure de gouvernance et le projet de recherche collaboratif sur nos ordres et traditions juridiques, c'est ça qui est venu nous dire aussi. Puis en plus, il y a aussi la dynamique où est-ce que les femmes dans les communautés, il y a des enjeux de sécurité. Parce que les femmes dans les communautés sont encore très victimes de violences. Et ça, c'est les effets collatéraux du colonialisme. OK? Il n'y a pas juste ça, mais entre autres, la violence extrême dans laquelle vivent les femmes dans les communautés, c'est lié aux effets collatéraux du colonialisme. Alors, c'est pas gagné, les femmes qui font de la politique, là. Voilà. Fait que, ensuite, l'autre exemple qui parle qu'on est allé puiser dans nos traditions, comme notre langue, notre langue, là, elle est particulière. Premièrement, la différence qu'elle a par rapport à la langue française, c'est une langue qui est basée sur l'action. Comme là, vous autres, votre langue est basée sur le sujet. OK? Nous, c'est basé sur le verbe. C'est l'action qui détermine tout le reste. OK? Alors, ces deux termes dans notre langue, qui sont le terme tepeltem et kenweltem, qui vient établir la gouvernance que veut se doter notre nation sur l'ensemble de son territoire, et aussi les responsabilités qu'elle a à son égard. Ces deux termes dans notre langue. Ensuite, comme là, dans notre structure, nous, de gouvernance, il n'y a pas la coercition, il n'y a pas le pouvoir, il n'y a pas de hiérarchie. Alors, on a traduit ça dans le projet de constitution par des rôles et responsabilités. Des rôles et responsabilités individuelles et des rôles et responsabilités collectives. Et là, j'aimerais insister sur un point. Dans notre Constitution, on a fait en sorte, et ça a l'air de rien, là, mais ça veut dire beaucoup, ça signifie beaucoup. On a fait en sorte de mettre les droits collectifs au-dessus des droits individuels. L'autre élément sur lequel on s'est inspiré, toute la relation qu'on a avec le territoire, avec les animaux, toute la vision qu'on a par rapport à l'environnement, on l'a traduit dans notre projet de constitution aussi. OK? Mais c'est sûr qu'une constitution, c'est ce qu'on appelle un chapeau. Comme là, il reste énormément de travail à faire. Quand ça va, premièrement, de l'adopter, cette constitution-là, ça va être une étape cruciale. Ensuite,
Le gros travail qu'il va avoir à faire, c'est sa mise en œuvre et d'adopter les lois. Comme je vais donner un exemple qui va parler beaucoup. Comme là, nous, on aurait aimé ça, dans notre Constitution, faire des pas de plus sur la question d'appartenance. C'est-à-dire, qui a droit et en vertu de quels critères une personne peut appartenir à la communauté. Parce que là, actuellement, c'est encore la loi sur les Indiens qui détermine les règles. Cependant, j'aimerais apporter une bémol. Notre Première Nation avait la possibilité d'adopter un code d'appartenance qui fait en sorte que les règles seraient différentes de celles applicables en vertu de la loi sur les Indiens. On a essayé à 2 reprises. Ça n'a pas fonctionné. Une fois par vice de procédure, parce qu'on n'avait pas suffisamment de personnes en vertu des règles qui nous ont été imposées par notre papa fédéral. Lui, il disait, exemple, il faut au moins que 60% des gens aient été votés, puis il n'y a pas eu assez de monde qui sont allés voter. Puis l'autre fois, c'est que ça a été comme le référendum sur la souveraineté au Québec, c'était très serré, 49% contre, 51% contre un code d'appartenance et 49% pour. Fait que donc, ça n'a pas passé. Fait que c'est la loi sur les Indiens qui s'applique encore. Fait qu'on a pelleté en avant pour vous prendre on a décidé de dire, OK, ça va être une loi sur l'appartenance qui va établir les règles. Puis c'est sûr que dans ma communauté, ça, c'est un sujet chaud. Parce que nous avons, à cause de la loi sur les Indiens, il y a plus que le 3/4 des membres de la communauté qui se sont des nouveaux inscrits. Comme moi, je donne un exemple, là, comme en 2019, j'ai commencé à consulter les membres sur un projet de constitution. On va adopter en 2027. Entre ça et ça, là, il va y avoir 5 000, 6 000, 7 000 nouveaux membres. Je ne sais pas comment il va. Ça veut dire qu'il y a du monde, là, qu'après 3-4 générations, ils ont perdu leur lien avec la communauté, les liens avec leurs racines. Puis moi, quand j'ai commencé la consultation, justement, j'allais voir des gens, des membres de la communauté à Alma. On va voir jusqu'à quel point les membres de notre Première Nation sont conscients de l'enjeu qui est en cause, puis de leur volonté à ce qu'ils puissent contribuer à changer le système. C'est ça qu'on va voir. Quel autre exemple d'éléments sur lequel... Bien, je pense que les exemples sont quand même bien. Mais là, je vous ai parlé beaucoup de ma communauté. Je me rends compte que je ne vous ai pas parlé beaucoup de la nation parce qu'il y a des distinctions. Comme nous, en passant, on est la seule, parmi la nation et nous, on est la seule qui est dans une démarche constitutionnelle pure et dure. Il y a toutes sortes de cas de figure parce que c'est ça que j'aimerais vous dire. Les communautés au Canada, comme là, je vais vous parler juste des Inuits, que là, Yann, finalement, vous montre au grand jour de par l'exposition, puis je trouve ça super. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être la marraine de son projet, parce que moi, mon plus grand désir, parce que moi, je me suis rendu compte dans mon travail, puis aussi comme Inuit, que notre peuple, malheureusement, on nous appelle encore le peuple invisible, puis qu'on n'a pas laissé beaucoup de traces. Puis par le travail de Yann, ben moi, je trouvais ça important qu'on en laisse des traces. Puis je trouvais ça important qu'on nous donne la parole. Un Français qui a un projet de faire un photodocumentaire sur les Inuits, ben là, j'ai dit, gars, moi, je vais faire tout ce que je peux pour l'aider, puis pour le supporter, parce que c'est dans l'esprit d'échange. Tu sais, on échange, là. Comme là, lui, il est intéressé, puis là, en même temps, tu as hâte de voir, parce que tu te dis, OK, là, je peux juste vous dire, là, j'arrive à la conclusion, il est extrêmement courageux. Il est extrêmement, comment je pourrais dire ça, résilient.
parce qu'il en a vécu des choses parmi nous, les Inuits, pendant son... Tu sais, là, on est allé à Natashquan ensemble, que là, ils se tapent l'avion entre Paris puis Québec, puis qu'ils se tapent le chemin jusqu'à Natashquan. T'es plus dans la taïga, t'es dans la toundra. Et que là, ils se tapent aussi le train, OK, parce que pour aller à Shefferville, il faut que tu fasses 8 heures de route et 12 heures de train. OK? Fait que donc, quelqu'un qui arrive, écoute, de Paris, puis qu'il y a la volonté de faire un projet de photo-documentaire, de nous donner la parole, de montrer à la face du monde qu'on existe encore aujourd'hui, qu'on est un peuple fier et debout, encore aujourd'hui, qu'on est un peuple, oui, qui aussi est imprégné du colonialisme, puis que là, nous autres, on est en processus d'appropriation culturelle, OK? Parce qu'on est en train, parce qu'on a tellement perdu que l'impact du colonialisme était tellement fort que le processus d'acculturation était tellement puissant que mais qu'on a réussi malgré tout à exister encore. Bien, c'est ça que Yann présente par l'exposition. Ça a l'air de rien, mais moi, en tout cas, comme là, tantôt, je relisais son texte, le texte que vous avez ici, qui est magnifique. Un texte qui est, écoute, parce que c'est sûr qu'on voit aussi, nous, les gens qui nous idéalisent, qui sont un peu dans la pensée magique par rapport à ce que c'est les Autochtones en 2026, par rapport aux enjeux qui les concernent. Tu sais, là, bien, en fait, Yann, par son exposition, bien, c'est tout ça qu'il présente, puis il présente la réalité. Il présente les vraies affaires. Il présente comment on est aujourd'hui, en 2026. C'est... Ben moi, en tout cas, je suis extrêmement reconnaissante et je suis fière, j'en ai les frissons quand j'en parle, parce que pour moi, c'est quelque chose de très significatif. C'est pas rien. C'est pas rien, Yann, tout ce que tu as fait. C'est pas rien, c'est vraiment quelque chose de ben merci de nous avoir. Puis merci aussi, simultanément, de nous donner la parole, de nous permettre, puis de me permettre aussi à vous, de parler avec vous aujourd'hui, d'être avec vous, d'échanger avec vous. Bien, merci. Parce que les Inuits, hey, c'est un peuple avec beaucoup d'histoire, avec une culture très riche, avec des défis énormes. Pour pouvoir continuer à exister dans un monde où on essaye d'uniformiser tout le monde, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit pareil, puis que là, la distinctivité culturelle, puis des peuples millénaires, tu sais, comme nous, qui avons puis en plus, tu sais, c'est sûr que là, c'est la revendicatrice, la négociatrice qui reprend la parole, c'est plus fort que moi. Tu sais, comme là, au Canada, là, tu sais, même là, dans la Constitution canadienne, on ne reconnaît même pas les peuples autochtones comme peuple fondateur. C'est la plus grande erreur historique et juridique. Tu sais, comme là encore, malgré que là, on parle plus de nous, mais on ne nous a même pas reconnus comme... Tu sais, les premiers Européens, là, ils ne nous ont même pas reconnus comme peuple fondateur. On est obligé de se battre pour mettre en place nos propres structures de gouvernance pour protéger notre culture. C'est incroyable. Dans un pays qu'on considère comme étant un pays qui respecte les droits et libertés,
qui est un pays où est-ce qu'il fait bon vivre, mais où est-ce qu'il y a des communautés qui vivent encore, où est-ce qu'il n'y a pas d'eau potable, où est-ce que l'eau est contaminée, où est-ce que tu as des communautés, par exemple, les communautés algonquines qui résistent au système colonial, qui sont laissées pour compte, puis qui sont en train de crever, alors qu'à côté, tu as des gros barrages hydroélectriques, puis qui alimentent des grosses villes comme Montréal en hydroélectricité. On ne parle pas de ça. Voilà. Fait que les Inuits, c'est un peuple magnifique. Voilà. Ce projet a été financé en partie et par moment par le projet de grande réconciliation nationale au Canada. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je vous donne un point de vue, qui est un point de vue d'une humaine qui ne détient pas la vérité absolue. Cette réconciliation-là, c'est bien, il y a des petits progrès, mais c'est toujours la même dynamique qui est à l'œuvre. C'est des beaux mots. Oui, c'est ça. C'est des beaux mots pour dire, ah, oui, nous sommes à l'ère de la réconciliation, mais moi, je considère que si tu... Mettons qu'on joue sur les mots, parce que je connais la langue française, ben réconciliation par rapport à conciliation, tu es en recul. Tu es en recul parce que s'il faut que tu te réconcilies, ça veut dire qu'il faut... Hey, on peut-tu dire que la route est longue avant qu'il y ait conciliation? On est en recul. Et est-ce que par rapport à ce projet de constitution, la grande réconciliation s'intéresse à la Constitution ou est-ce qu'il va y avoir un regard particulier sur ce projet de constitution? Oh mon Dieu, il y a toutes sortes... écoute, il y a toutes sortes... Ben, le Québec, premièrement, le gouvernement du Québec, lui, il conteste parce qu'il veut appliquer une deuxième tutelle. En plus de la tutelle fédérale, il veut appliquer la tutelle provinciale. Ouais. Fait que le Québec, c'est ça qu'il veut, là. OK? Fait que donc, mais là, je parle du gouvernement du Québec, là. Bon. La population du Québec, les souverainistes, ils seraient bien mal placés de pas reconnaître ou d'avoir la difficulté avec ce qu'on est en train de faire parce que les autres, ils visent la même chose. OK? Mais ensuite, le Canada, lui, on verra bien. Parce que là, comme nous, on ne sait pas comment ça va être accueilli parce qu'il y a peut-être on le voit déjà, là, comme là, le Québec, il y a des contestations judiciaires. Comme là, le droit à l'autodétermination, là, nous, on l'applique déjà dans des aspects liés au territoire, même si la Constitution n'est pas adoptée. OK? Parce que, comme je vous dis, on a beaucoup à perdre. Comme là, l'exemple que je pourrais donner, on a convenu d'une entente avec nos frères CRI, basée sur nos règles de gouvernance à nous, puis les CRI, puis le Québec actuellement poursuit des gens devant les tribunaux. Fait qu'on est déjà contesté sur le plan juridique. Fait qu'il y a toutes sortes de situations. Il y a des gens, au contraire, qui disent, bien, bravo, allez-y. Puis il y a aussi des gens qui nous disent, bien, on espère que vous allez y arriver, puis on espère que ça va fonctionner, votre projet, parce que c'est un beau projet. On a toutes sortes de situations. Puis tu as des gens qui disent, mais ils n'y arriveront jamais, ils rêvent. Parce qu'il y a des gens qui disent, hey, une Première Nation, 12 000 personnes, qui, là, vont avoir un gouvernement, qui vont adopter leurs propres lois, qui vont gérer leur territoire. Jamais de la vie. Voilà. Il y a toutes sortes de... Puis la réconciliation, bien, ça sera une belle occasion de voir jusqu'à quel point... Puis moi, je vois déjà, si vous me permettez... Vous savez, je te remercie de ta question parce que ça me permet de voir des choses. Parce que le fait que le Québec, par exemple, conteste en Cour suprême le droit à l'autodétermination, on peut-tu dire que c'est la réconciliation? Au contraire, c'est carrément un coup de couteau
pour essayer un autre, ce qu'on appelle, là, qu'on appelle ça, dont la mort par 1000 blessures. On nous en donne un autre. C'est comme si on n'en avait pas assez.